Hey tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo FAQ. Il y a quelques jours je vous ai posté un encart, une story Instagram avec un petit encart questions pour que vous puissiez me poser toutes les questions que vous avez envie de me poser. Et du coup j'ai récupéré tout ça, je les ai classés dans différentes catégories et on y va tout de suite. Alors il y aura 4 catégories, donc il y aura la catégorie blog, la catégorie lecture, la catégorie écriture, la catégorie perso et puis une dernière question qui est un peu générale et je l'ai gardée pour la fin, comme ça je vous y répondrai de manière générale. Du coup pour la catégorie blog, on m'a posé la question: pourquoi avoir ouvert une chaîne YouTube en plus du blog? J'ai ouvert une chaîne YouTube parce que je commençais un petit peu à tourner en rond sur le blog, sur les contenus que je voulais proposer. C'était un peu toujours la même routine. Chroniques, articles sur les salons, rechroniques, photos, enfin voilà. À Montréal l'année dernière j'avais refait tout le design du blog, donc ça avait redonné un coup de boost. Et là ça faisait un an que vraiment je tournais en rond, je publiais que des chroniques. Je voulais diversifier le contenu mais je savais pas trop comment. Et le format vidéo m'intéressait de plus en plus. Je savais que ça prenait beaucoup de temps. Et du coup j'ai choisi un moment où j'étais plus cool au niveau de l'emploi du temps pour me lancer, donc c'était en novembre dernier. Et depuis j'arrive assez bien à garder le rythme, je filme les vidéos plutôt en avance, je tourne un petit peu quand j'ai du temps, et puis vous avez une vidéo par semaine sur la chaîne. J'essaie de faire du contenu différent selon les plateformes, donc sur Instagram vous allez retrouver beaucoup de quotidiens et de photos de mes lectures, avec un avis parfois succinct, parfois déjà posté sur le blog, parfois de mes lectures à venir, enfin voilà, vraiment autour de mon quotidien de lectrice. Sur le blog il va y avoir majoritairement des chroniques et des retours de lecture, et aussi des fois des articles quand j'ai une idée sur un article qui serait mieux au format écrit, mais également mes comptes rendus de salon plus spécifiques, mes découvertes un petit peu, voilà, tout ce dont je veux garder une trace se trouve sur le blog. C'est un peu ce qui centralise toutes mes différentes activités sur les plateformes. Et sur YouTube, j'essaie de vous proposer un contenu différent, donc des tops, des challenges. J'essaie de pas faire le traditionnel book haul, update lecture, sortie du mois, parce que ça c'est un truc que je fais déjà. Donc le book haul, j'en fais pas. J'en fais uniquement quand je fais des salons. Avant je les faisais sur le blog, maintenant je les fais sur YouTube. Donc quand je fais des salons, bon malheureusement ça fait un an qu'il n'y a plus de salon. J'ai des retours de lecture, vous avez déjà toutes mes chroniques écrites sur le blog. Et donc moi je me vois pas retravailler une deuxième fois mes retours de lecture. J'en fais spécifiquement pour certaines occasions. Par exemple le bibliothon de Build Up qui va avoir lieu. J'avais envoyé une vidéo l'année dernière. Je vais renvoyer une vidéo cette année pour essayer de faire découvrir des romans un peu moins connus. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'audience. Donc du coup j'essaie de mettre en avant ces romans que j'ai beaucoup aimés, d'auteurs moins connus, d'indépendants, des trucs un peu originaux qu'on voit pas passer partout, parce que le nombre de personnes qui ont présenté Harry Potter l'année dernière sur le bibliothon, je le compte plus. La dernière c'était les sorties du mois. Les sorties du mois je les propose tous les mois sur ma page Facebook, et depuis peu aussi je pense à faire une story Insta. Du coup voilà, j'essaie sur YouTube de diversifier un petit peu mon contenu, et ça fait beaucoup trop longtemps que je parle pour répondre à cette question, donc on va passer à la question suivante. Deuxième question, en ce qui concerne le blog, on m'a demandé quel était mon salon littéraire favori. De loin, c'est Les Imaginales. C'est un salon où il y a une ambiance particulière. En général, ça se fait au mois de mai, donc il fait assez beau à Épinal. Il y a des tentes, il y a tout le monde qui est costumé, enfin vraiment c'est une super ambiance. Il y a autant des grands noms des littératures de l'imaginaire que des auteurs indés, donc on peut faire plein de découvertes, plein de rencontres. Il y a énormément de blogueurs qui se rassemblent là-bas, enfin voilà, c'est vraiment un salon que j'adore. Et je sais qu'aussi que l'année dernière j'avais beaucoup aimé Yggdrasil. C'était un peu plus dense au niveau de la foule, mais c'est une super expérience parce que pareil, tout le monde était costumé, il y avait une super ambiance. Il n'y avait pas que des livres, il y avait aussi l'artisanat, des bijoux. Je pense que dans un salon, ce qui fait la majorité du succès et du fait que j'aime un salon ou pas, c'est l'ambiance. Il y a une bonne ambiance. Moi, c'est un salon où je vais me sentir bien. Donc voilà, Les Imaginales pour ça reste le numéro 1 pour moi et je ne le manquerai pour rien au monde. D'ailleurs, j'ai trop hâte des Imaginales d'automne parce que j'espère qu'il y aura lieu, parce que je devrais exposer là-bas et ce serait une super expérience. Et enfin, pour le blog, on m'a demandé un auteur que je conseillerais à tout le monde. Alors je ne vais pas vous citer David Eddings, je ne vais pas vous citer Yelena parce que ceux-là vous les connaissez en long, en large, en travers, tellement j'en parle tout le temps ici. Je vais plutôt pour cette fois vous proposer de découvrir Laetitia Danaé, qui est une autrice française qui a publié notamment chez Plume Blanche, donc sa saga Rosen, qui est en train de publier chez Plume Blanche la saga Que l'amour soit douce, qui a aussi publié chez Snag la saga Lune pourpre et qui a commencé tout juste là à publier Fleur d'Oko. Ces romans sont aussi parus notamment pour Rosen chez J'ai lu.
au format poche. Lune pourpre, donc le premier tome initié chez Pocket Poche. C'est une autrice de l'imaginaire, donc Rosen c'est plutôt de la fantaisie orientale. Pour Que l'amour soit douce, on va retrouver les légendes du folklore mexicain. Pour Fleur de Co, on va se pencher sur les légendes africaines, et ça c'est un roman que j'ai particulièrement envie de lire parce que c'est intriguant, on n'en voit pas beaucoup. Et pour, je regarde là-bas parce que ma bibliothèque est là en fait. Et pour Lune pourpre, donc, dont le premier tome s'intitule Initié, on va cette fois se plonger dans la fantaisie tout à fait classique, mais avec un univers absolument immersif. Vraiment, ce sont que des excellentes lectures avec Laetitia Danaé. Donc c'est une autrice française que je vous invite à découvrir si vous avez envie de vous intéresser au genre. Et par-dessus tout, je pense que sa plume peut s'adapter aux plus jeunes lecteurs, donc que ce soit en termes d'âge ou en termes de niveau de lecture, comme aux lecteurs plus expérimentés. Donc vraiment, c'est une autrice à suivre. Deuxième catégorie, on va passer à la catégorie des questions sur les lectures. Et donc cette fois, il y en a un peu plus, notamment avec la première, comment choisis-tu ta prochaine lecture? Jusqu'à il y a peu, très récemment, je choisissais en fonction des deadlines, des services presse reçus qui attendaient ma chronique, parce que des fois j'étais un petit peu en retard, enfin j'avais pas de retard, mais moi psychologiquement quand un roman service presse est dans ma bibliothèque depuis plus de 2 mois, je me sens en retard, donc du coup je le faisais passer en priorité, même si c'était pas forcément la lecture que j'avais envie de faire sur le moment, et c'est dommage, et du coup c'est pour ça que j'ai arrêté les services presse, entre autres. Vous avez eu ma vidéo sur pourquoi j'ai arrêté les services presse, je vous la mets dans la barre d'infos. Du coup maintenant, quand je me plante devant ma palle, je n'ai plus de service presse, et ça fait du bien au moral. Donc quand j'ai arrêté, quand j'ai eu enfin un créneau où j'avais fini de rendre ma dernière chronique de service presse, première chose que j'ai faite, c'est que j'ai attrapé le premier tome de La Malorée pour continuer ma relecture de cette saga. Donc La Malorée, suite de La Belgariade de David Eddings. Et ensuite, je choisis tout simplement en fonction du livre que j'ai le plus envie de lire sur le moment. Soit un gros pavé, que ce soit l'imaginaire ou pas. Voilà, je sais qu'il y a un roman qui va me trotter dans la tête et que je me dis ok, toi tu viens avec moi maintenant. Voilà, je saurais pas expliquer autrement. Question suivante, qu'est-ce qui te pousse à abandonner une lecture? J'abandonne très rarement mes lectures. Il faut vraiment que ce soit des fautes d'orthographe à répétition, que le roman n'ait aucun fondement, c'est-à-dire que les personnages soient superficiels, qu'il n'y ait pas d'intrigue ou une intrigue totalement incohérente, ou alors que le sujet ne me convienne pas du tout. Question suivante, qui sont les auteurs qui ne t'ont jamais déçu? Entre parenthèses, il avait précisé, à part Yelena. À part Yelena, il y en a un paquet quand même, parce que il y a David Eddings qui ne m'a jamais déçu. Bon, ça, vous devez commencer à le savoir. Laetitia Danaé aussi, dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai toujours passé d'excellents moments dans ses romans. Après, il y a des auteurs dont je n'ai lu qu'un seul livre, qu'une seule saga. Est-ce qu'on peut dire que ceux-là ne m'ont jamais déçu? Je ne sais pas. Parce que j'ai lu qu'une seule saga d'eux, donc je ne peux pas me prononcer sur est-ce que j'aimerais tout. Mais il y a un auteur en particulier auquel je pense, dont j'ai lu 2 romans dans 2 styles différents, 2 maisons d'édition différentes, enfin vraiment 2 œuvres totalement à part l'une de l'autre. C'est Adrien Thomas. J'ai lu notamment de lui Zoomancie, qui a été publié chez les éditions Link, sont depuis devenues une collection jeunesse et young adulte des éditions Léa. Et j'ai aussi lu le premier tome Engrenage et Sortilège, donc là j'ai le 2e tome Dragon et Mécanisme dans ma palle, et j'ai adoré les deux. J'ai dévoré les deux. Donc je pense qu'on peut dire que c'est un auteur qui ne m'a jamais déçu, en tout cas sur les 2 lectures que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Ensuite j'ai rassemblé 2 questions sous la même parce qu'elles se ressemblaient un petit peu. Donc il y avait d'une part quel est le premier roman qui t'a fait aimer la lecture, et d'autre part quelle est ta lecture doudou. Alors le roman qui m'a fait aimer la lecture, donc plutôt la saga qui m'a fait aimer la lecture, c'est une saga que mon père m'a tendu un jour. Il m'a tendu le premier tome en me disant tiens, c'est un copain, je l'ai lu, c'est sympa, tu devrais essayer. Et 15 ans après, j'ai une étagère consacrée à cet auteur. Il s'agit de La Belgariade de David Eddings. Encore une fois, oui je sais, mais c'est le livre qui m'a amené à la lecture, et c'est un livre que je relis régulièrement et qui me plaît toujours autant, et je me plonge toujours autant dans cet univers avec plaisir. Voilà, c'est ma saga, c'est mon Harry Potter à moi en fait. Et du coup c'est aussi une lecture doudou. Quand ça va pas, je relis, quand ça va pas, je reprends la saga du début, et c'est la seule saga que je sais que je peux lire à n'importe quel moment, que ce soit dans une panne de lecture, dans un moment où j'ai recommencé à bien lire à fond. C'est vraiment mon roman doudou, ma saga doudou. Et enfin la dernière question en rapport avec la lecture, c'est quelle est ta dernière déception livresque? Alors pour cela, je prends mon petit carnet de lecture, et donc en fait dans mon carnet de lecture, bon vous n'allez pas voir grand chose, mais tous les mois, peut-être sur janvier ça se verra plus, je mets tous les mois mes réceptions, mes lectures, vous voyez bien janvier est vide, l'état de ma palle au début du mois, à la fin du mois, mes coups de cœur, mes déceptions et l'événement marquant. Alors l'année dernière j'avais mis les salons littéraires qui avaient lieu ce mois-ci, du coup avec la situation actuelle j'ai changé ça en événement marquant, parce qu'il y aura au moins quelque chose à marquer. Et du coup si je remonte à ma dernière déception livresque, alors en mars je n'ai pas eu de déception, c'est bien, c'est pas mal. Février non plus. La dernière déception livresque, alors elle est notée en décembre,
Et c'est Les Terres de l'Oubli. Alors, Les Terres de l'Oubli de Jessica Lombroso aux éditions Snag. Pourquoi c'est une déception? J'ai lu d'autres romans depuis que j'ai trouvé moins bien, mais qui n'étaient pas des déceptions. Je m'explique. En fait, ces romans que j'ai trouvé moins bien, de base, je n'en attendais pas beaucoup. Parce que les circonstances faisaient que je savais que ça allait pas forcément me plaire. Globalement, je savais avant de commencer le livre que ce serait pas un coup de cœur, mais j'avais envie de le lire quand même. Donc en fait, le fait que le livre me plaise pas beaucoup, c'était pas une déception parce que je m'y attendais. En revanche, Les Terres de l'Oubli, toute la com qui a été faite autour, le résumé, vraiment c'était un livre qui me hypait et j'avais envie de le lire et j'étais trop contente de l'avoir reçu en service de presse. Et en fait, grosse déception, énorme déception. La première partie, ça tourne en rond, mais absolument en rond, autour d'une histoire d'amour qu'on voit de toute façon arriver dans les premières pages, donc je ne comprends pas pourquoi on s'embête à la développer sur les 150 premières pages, alors que de toute façon on sait qu'ils vont finir ensemble, parce que c'est comme ça, c'est le type de roman où à la fin ils finissent ensemble. Donc, et même dit dans le résumé, enfin pour moi je le vois gros comme une maison dans le résumé, et dans la première partie on tourne en rond, complet, je me suis ennuyée sur les 150 premières pages. Heureusement la deuxième partie, beaucoup plus courte malheureusement, explore un monde qui avait l'air super intriguant. Je pense que ça aurait pu être super intéressant à développer, à parcourir. Mais en fait, la première partie, ça m'a totalement coupé l'envie de lire la suite. Et je crois que c'est une grosse déception pour moi. Voilà. Parce que j'en attendais beaucoup. Et que non, en fait, c'est pas possible. Tourner en rond comme ça pendant 150 pages sur un roman de fantasy, moi, ça me va pas. Troisième partie, l'écriture. L'écriture, il y a eu une question. En même temps, j'ai posé ça sur ma page de blog et pas sur ma page d'auteur. Donc, on m'a demandé quelle a été la première personne à te lire. Ça dépend de quoi on parle. On parle de la première personne à avoir lu une de mes histoires un jour. C'était ma maman quand j'écrivais des fanfictions grand galop. On ne juge pas. On ne juge pas. Si on parle de la première personne à avoir lu les premières lignes de Gemae au moment où je les ai écrites, c'est ma meilleure amie Elsa. Et si on parle de la première personne à avoir lu en entier et terminé Gemae, y compris le deuxième tome, je précise, parce qu'elle a eu la chance de lire. Enfin, la chance, je ne sais pas si c'est une chance d'avoir lu ce premier G, parce que quand je le revois, j'ai envie de waouh. Et elle m'a fait une bêta lecture extraordinaire dessus. Donc il s'agit de Mylène qui a eu la chance de lire la saga Gemae en entier. Donc c'est la seule pour l'instant à connaître la fin et à avoir retravaillé la fin avec moi. C'est Mylène Ormerod qui est une autrice qui habite à Montréal et qui a publié récemment Les Écailles de l'âme aux éditions de la Caravelle. Donc je vous invite à... Je vous mets tout en barre d'infos. Mais c'est une autrice qui est adorable et qui a écrit une saga de fantasy. Donc Les Écailles de l'âme, elle était éditée chez moi en Flo, elle a été rééditée aux éditions de la Caravelle. Elle a aussi publié plusieurs petites nouvelles et franchement allez voir ce qu'elle fait parce que moi je me suis régalée avec ces nouvelles. Dernière catégorie avant de passer à une question générale, donc c'est la catégorie perso. Du coup je vais répondre aux 3 petites questions. On m'a demandé quel est le cadeau d'anniversaire qui te ferait plaisir. C'est pas un objet en particulier, c'est juste que moi je suis quelqu'un qui adore faire des surprises aux autres. Je me régale à faire des surprises. J'ai organisé des anniversaires surprises où j'ai fait venir des gens de toute la France pour une personne. J'ai organisé des box surprises en rassemblant toute une communauté d'une autrice pour lui offrir une box réconfort quand ça allait pas. Enfin, je me régale à faire des surprises comme ça. J'aime trop faire des surprises. Et ben comme c'est moi qui les organise tout le temps, ben moi je n'ai jamais de surprise. J'aimerais bien un jour dans ma vie être vraiment surprise. Genre rentrer dans une salle pour mon anniversaire et voir que ben on a réuni plein de monde pour fêter mon anniversaire. Bon en ce moment c'est pas trop possible, mais vous voyez un peu le concept. Ou enfin voilà, je sais pas, vraiment avoir une surprise. D'un côté j'aime bien avoir le contrôle, donc je cherche un petit peu quand il y a un truc que je sais pas, je suis un peu... voilà, je suis pas bien. Mais d'un autre côté, avoir eu vraiment une surprise comme ça pour mon anniversaire, ce serait... incroyable parce que comme c'est moi qui les organise, bah du coup j'en reçois pas. Question suivante. Là elle était pas facile. Préférerais être connue en tant que blogueuse ou en tant qu'autrice? Celle-là elle est compliquée parce que en tant qu'autrice forcément je rêve de vivre de ma plume et pour vivre de ma plume en France c'est compliqué. Il faut être très connu, il faut avoir un rythme de parution assez soutenu quand même. Un livre par an, 2 livres par an, 3 livres par an, je sais pas en fait. Je crois que même ceux que je considère comme très connus et qui publient un livre par an, ils ont quand même un métier à côté. Donc voilà, je sais pas trop combien il y a d'auteurs qui vivent vraiment de leur plume en France et combien ils publient, mais il faut être très connu. Donc bon bah être très connu ça veut dire vivre de sa plume, mais vivre de sa plume ça veut dire quand même être très connu, plutôt dans ce sens-là. Et du coup je pense que c'est assez compliqué quand on vit de sa plume, parce que du coup on est connu et on a une certaine pression pour sortir un prochain livre à la hauteur des premiers. Pas vraiment la vision que j'ai de mes publications. Alors que je trouve que le côté blogueur, un petit peu le côté influenceur, entre les vidéos YouTube, les photos Insta, c'est un travail qui est assez varié, c'est un travail indépendant. Je peux garder la main mise sur ce que je fais et moi
j'adore faire ça, j'adore organiser des choses, dit dans la question précédente. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, et partager et tout, échanger. Et du coup, je pense qu'être connue en tant que blogueuse, c'est quelque chose qui me conviendrait mieux, parce que je pourrais quand même garder la main mise sur mon contenu. Ça voudrait dire surtout que mon contenu plaît. Bon, en tant qu'autrice aussi, hein, mais en tant qu'autrice, je pense que je me mettrais moi toute seule la pression pour faire des livres qui soient à la hauteur d'un livre sur l'autre. Alors que c'est pas ce que je veux. Je répondrai blogueuse. Et puis soyons honnêtes, en auto-édition, ça va être compliqué d'être connue. Et la dernière question perso, c'était la destination de voyage qui te fait rêver. La seule destination de voyage où je veux retourner, c'est Montréal de toute façon, hein, le Canada. Voilà. Si je pouvais y retourner pour m'installer, ce serait parfait. Bon, ça compliquerait un petit peu la diffusion des livres en France, mais on pourrait trouver des solutions. Et après, là j'ai triché parce que du coup c'est une destination que j'ai déjà faite. Par contre, l'Ouest canadien, je l'ai pas fait avec les grands lacs, les montagnes. Vous savez, ces photos où la montagne elle tombe directement dans le lac, dans la forêt, là, les photos trop belles. Bah ça, j'aimerais beaucoup faire. Donc je pense que ce serait ma destination de voyage de rêve. Vous voyez, on est très loin des plages de Bora Bora. Mais de toute façon, je suis une fille du froid. Du coup, oui, j'habite dans le sud de la France. Mais c'est pas pour autant qu'on peut pas être une fille du froid. Est-ce que c'est une araignée là-haut? L'air énorme. J'ai une araignée là-haut dans ma chambre. Faut que je regarde quelle taille elle fait. Parce que si Ginette, elle est comme ça va. Tranquille. Si c'est une faucheuse aussi, pas de soucis. Parce que je sais que les faucheuses, ça mange les moustiques. Quand ça commence à être plus gros, je suis pas sereine quand même. Et enfin, dernière question. Après, je coupe la vidéo parce qu'elle fait déjà, ça fait déjà 30 minutes que je tourne. Quels sont tes prochains challenges? Au niveau du blog, j'aimerais beaucoup encore développer la chaîne YouTube, continuer à garder le rythme sur les publications sur le blog, sur voilà, le rythme que j'ai pris là récemment me convient bien. C'est pas un rythme trop soutenu. Je publie une fois par semaine sur le blog, une fois par semaine sur Insta, en story tous les jours quand j'ai envie. Hein. Si un jour j'ai rien à partager, ben, je partage rien. Je publie 1 ou 2 fois par semaine sur la page Facebook. Ça dépend, pareil, de ce que j'ai à partager. Mais voilà, développer le blog, continuer à faire mon petit bonhomme de chemin avec ma communauté, parce que j'ai une communauté qui est super sympa, qui est super active, qui est toujours présent pour partir dans des délires, répondre à des questions, enfin voilà. Une communauté que j'aime beaucoup et je préfère ça plutôt qu'une grande communauté, enfin c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit dans les questions précédentes, mais voilà, une communauté bienveillante, c'est ce que je veux garder avant tout. Donc moi je pense que ça sert à rien d'avoir une grosse communauté si c'est pas une communauté bienveillante. Du coup voilà, continuer gentiment à travailler sur le contenu, sur le blog. Bon voilà, pour le blog j'ai pas trop de challenge, plutôt garder la bonne dynamique que j'adopte. Pour la lecture, je me stresse pas trop avec ça. Parce que quand je me stresse ça me bloque, mais j'aimerais bien repasser ma palle en dessous des 200, ce serait pas mal. Pour l'écriture, alors là d'ici fin avril j'ai une nouvelle en cours d'écriture que je dois envoyer absolument pour un projet. Très dur d'écrire une nouvelle quand on en a jamais écrite, je crois que je suis pas faite pour ça parce que tous mes plans se transforment en plans de roman. Du coup j'ai une nouvelle en cours d'écriture, j'ai le tome 2 de Gemae à finir de corriger pour envoyer mes bêta lectrices. Mon objectif c'est de publier un livre par an. Du moins dans un premier temps, parce qu'avec le boulot à côté, voilà, et puis c'est surtout de garder mon avance. Donc en fait, après les corrections de Gmail, mon anneau, normalement de novembre, devrait être consacré à l'écriture de la saga suivante. J'hésite entre plusieurs projets, même s'il y en a un qui commence à prendre davantage de place. Donc voilà, mon but c'est d'écrire le roman suivant pour qu'en gros, 1 an avant, le texte soit prêt pour moi, que je puisse lancer tout ce qui est travail édité, bêta lecture, travail graphique, enchaîner avec les corrections, la mise en page, voilà. Que ce soit fait en avance pour que je puisse être tranquille de ce côté-là et pas être dans le rush et pas être obligée de poser une semaine de vacances au boulot pour pouvoir tout boucler. Et enfin, dans ma vie perso, bah écoutez, ma vie perso est globalement très reliée à ma vie de blog et à ma vie d'auteur en ce moment, puisqu'on sort pas beaucoup. Mes prochains challenges sont de me trouver un chez moi, parce que là je suis encore chez mes parents et j'ai pas de place et ça commence à devenir critique. Je suis sur mon lit pour filmer et j'ai mis 1 heure à tout installer et je vais mettre 1 heure à tout ranger. Donc en fait je filme mes vidéos d'un bloc parce que sinon je peux pas prendre 2 heures tout le temps pour filmer, donc du coup je sors tout, je filme 3 vidéos et je range tout. Mais c'est pas possible, j'ai besoin d'avoir plus d'espace, enfin j'ai plus d'espace de rangement. Travail, mon bureau est à moins d'1 mètre de mon lit, donc en fait mon espace de travail est à moins d'1 mètre de mon espace de repos et ça commence à devenir trop critique pour moi. Donc il me faut vraiment que je me trouve un appartement, j'aimerais bien trouver un T3 pour avoir une pièce vraiment consacrée à ces activités, blog, lecture, écriture. Donc voilà, mon prochain challenge c'est de me trouver un appartement. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas vous aussi à me donner vos prochains challenges, que ce soit en termes de vie perso, de blog, de lecture, tout ça. Et puis moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!